Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous les amis, bon dimanche matin, j'espère que là où vous êtes, il y a un peu de beau temps. Oui, parce que, qu'est-ce que vous voulez, le mois de mars, on l'aime bien, mais c'est un peu l'hiver qui s'éternise. Hein. Là, on commence vraiment à tirer à la ligne. On en a ras-le-bol, hein, soyons clairs, du froid et de la pluie. Donc, quand il y a du soleil, ça nous aide. Et justement, c'est tout le sujet de notre émission de ce matin, c'est de ramener le soleil. Et comment est-ce qu'on ramène le soleil? Eh bien, on le ramène le soleil par la cuisine, par la table, avec une personnalité solaire qui va nous faire la cuisine du soleil ce matin. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Nordine Labiade. Bonjour Vincent. Quand je dis que vous êtes solaire, c'est parce que vous êtes du pays du soleil. Hein. Vous êtes né en Tunisie. Et pour nous, la Tunisie, c'est la Méditerranée. La Méditerranée, c'est le soleil, c'est simple. C'est le grand soleil. En plus, je suis aussi de radio, donc on est plein de soleil. On est plein sud, vous avez raison, Nordine. Alors, quand je dis c'est le soleil, c'est important, hein, évidemment, dans l'agriculture des pays du Maghreb et dans tout le tour de la Méditerranée, ce soleil, il est quand même extrêmement important, mais aussi dans la façon de vivre, dans le fait qu'on s'habille moins chaudement, dans le fait qu'on est plus souvent dehors, et ça conditionne la cuisine aussi. Oui, on cuisine comme on s'habille, exactement. On cuisine comme on s'habille. Donc notre cuisine, il faut que ce soit en fusion avec la température et la saison. Ouais, et encore plus en saison, évidemment, parce que des saisons, je dirais, il y en a presque qu'une, hein, dans le sud de la Méditerranée. Il fait trop chaud, oui. Il fait beau tout le temps, quoi. Oui, il fait chaud, J'étais décalé quand je venais vivre en France. Il y a combien de temps, Nordine ? Il y a 25 ans. 25 ans, d'accord. J'étais décalé par rapport au produit et les saisons, parce qu'on est en retard, on est en avance. Même. Qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qu'on avance, c'est ça la question. Alors, Nordine, vous êtes le chef du restaurant à mi-chemin à Paris. Vous avez sorti un livre dans lequel je me suis plongé, parce que je dis c'est le meilleur moyen de ramener le soleil, c'est la cuisine de Nordine. C'est la cuisine que vous faites tous les jours dans votre restaurant. Oui, tous les jours, j'essaie d'amener les vacances à Paris, les soleils à Paris, ou amener mes parfums d'enfance ils sont nombreux. Et voilà, dans ma cuisine. Mais alors, il y a quelqu'un d'important dans votre vie, c'est votre épouse. Oui, à Virginie. Elle n'est pas du soleil. Hein. Non, elle est bretonne, elle, non? Elle est bretonne. Ouais. Ah bah justement, ça fait un mélange absolument génial, parce que ce sont deux pays maritimes, la Tunisie et la Bretagne. Enfin, un pays, si on considère que la Bretagne est un pays un petit peu quand même. Les Bretons, ils aiment bien quand on dit ça. Oui, ils aiment bien. Comme vous dites. Mais alors, avec évidemment des climats, des végétations tout à fait différentes. Et pourtant, votre cuisine, et c'est ça qui est intéressant, elle est à la frontière des deux. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce livre, la plupart des desserts sont ceux de votre femme. Hein, vous lui avez laissé un peu le phare breton, la tarte aux pommes, vraiment le gâteau breton. Elle fait des très très bons desserts. Voilà. Ah oui. C'est ça. Elle est un bec sucré, comme on dit. Oui, elle adore. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a manqué peut-être dans mon enfance, quand j'avais 16 ans, de jouer avec Virginie sur un plage quelconque. La Bretagne ou la Tunisie. Vous regrettez toujours? Là, je suis bien rattrapé. Donc, j'espère. Dans ma cuisine, j'ai l'impression que j'ai grandi en jouant avec Virginie. Donc, mes parfums du Sud, je l'amène dans la cuisine, dans les produits de Bretagne et du Nord. Et ça, j'ai l'impression que je me rattrape ce temps que je n'ai pas eu. Alors, cette vie tunisienne, la première partie de votre vie, on va dire, évidemment, comme pour beaucoup, elle conditionne votre goût pour la cuisine et vos goûts, vos goûts de plats. C'est normal parce que c'est dans l'enfance. Hein, c'est on va dire, dans les 5 premières années qu'on se forge vraiment le goût et les souvenirs gustatifs et olfactifs. Oui, moi j'étais seul avec ma mère, donc je vois toutes les étapes de la journée, toutes les étapes des saisons. En plus, je remplaçais un peu mon père qui travaillait dans les usines Renault à Paris. Il rentrait à Noël avec un plateau Air France. Donc mes goûts français, ils s'arrêtent au plateau d'Air France. Il y a mieux. Apparemment, avant, c'était de la haute cuisine. Avant. Oui, enfin de la haute cuisine. En tout cas, c'était de la vraie cuisine. C'était de la vraie cuisine. Et donc, voir des carottes en terre, aller chercher les pommes de terre et pas déraciner la plante pour qu'il donne encore, j'ai joué avec ça.
Donc c'était ma vie de tous les jours. Faire les marchés, choisir sur l'étalage, voir les herbes en fleurs, après ramasser les fruits. Donc c'était mon quotidien. Donc ça m'a beaucoup aidé, je suis content. Ah bah, c'est-à-dire que c'est une activité pratiquement à plein temps, surtout quand on vit dans un pays où le soleil fait pousser toute l'année des merveilleux fruits ou des merveilleux légumes. Oui. Et le poisson. Alors il faut en parler, hein, parce que la Tunisie, c'est un pays qui est projeté dans la mer, enfin qui est entouré de la mer Méditerranée. Donc je suppose que dans la culture tunisienne à table, le poisson et les fruits de mer, c'est très important. Exact, Vincent, comme tu le dis, que les poissons, elle était moins chère que la viande. Malgré qu'on aime la viande, mais les poissons, c'était moins cher. Les chaînes de froid, il n'y en avait pas. Les glaces chez les poissonniers, au bord de les plages de Djerba, il n'y a pas de glace. Donc, le matin, les poissons étaient chers. Et à 11h, elle était à donner. C'est ça. Dès qu'il avait pris un petit coup dans la figure. Oui, donc il faut en vendre. Donc tout le monde consommait des poissons pour question économique. Il y avait des poissons aussi. Mais Nordine, ça veut dire qu'on attendait la fin de matinée, quand on n'avait pas les moyens, pour aller chercher le poisson que les riches achetaient le matin tôt. Oui, l'acheter le matin tôt, ils n'ont pas le temps. Et nous, on attend 11h quand ça cogne bien. Et on va chercher les mêmes poissons. Mais quand il n'y avait plus le choix que de le vendre moins cher. Quoi. Oui, absolument. Et d'ailleurs, les poissons, on sait qu'il y a un vrai débat sur la ressource halieutique en Méditerranée. Est-ce que les poissons qu'on trouve aujourd'hui en Tunisie sont un peu les mêmes que ceux de votre enfance, ou est-ce qu'il y a eu vraiment des pertes énormes? Il y a de grandes pertes. Il y a moins des poissons du biabès, les petits poissons de roche, parce qu'il fait plus chaud et les poissons montent en large. Et oui, ils vont descendre pour aller chercher la fraîcheur. Quoi. Ils vont chercher plus souvent dans l'année. Avant, ça arrive l'été qu'il y a moins de poissons, parce que les poissons, on consomme plus l'hiver. Et maintenant, c'est toute l'année qu'il faut aller chercher un peu plus loin. Et les petits pêcheurs de bord de mer, ils amènent moins de poissons. Alors, avant de plonger dans votre livre La cuisine de Nordine, qui suit un autre livre qui avait été... Parce que vous êtes le roi du couscous à Paris. Hein, il faut bien... Alors, il y en a plusieurs qui s'arrogent le titre. En tout cas, vous êtes le roi du couscous tunisien. Je suis ravi d'être le roi du couscous. Non, mais c'est vrai que vous êtes connu pour des couscous monumentaux. Hein, vous faites des très grands plats de couscous que vous livrez d'ailleurs et que beaucoup de gens se font livrer pour des fêtes de famille ou des manifestations. Vous faites des couscous gigantesques et extraordinaires. Vous êtes connu pour ça. Mais je tenais aujourd'hui à présenter la cuisine de Nordine qui est tout sauf le couscous. Alors, il y en a un petit peu quand même, mais en tout cas pour montrer votre talent, parce que vous êtes un vrai chef cuisinier et pas uniquement un couscoussier. Oui, j'ai démarré à être chef de cuisine française, du marché gastronomique, bistronomique. Et là, on est revenu vers le couscous que je partage avec joie. Mais avec ce livre, je voulais partager ma cuisine, autre cuisine, que c'est un symbole, c'est une image ou c'est un message aux produits que j'aime, à cette France que j'adore, et aux personnes qui des recettes qui étaient passées par eux, un produit, une région. Et je voulais marier mes parfums à mon goût, à un produit très local, très, très français. Comment est-ce que c'est fait, en fait, votre venue en France? Qu'est-ce qui vous a déterminé à venir cuisiner ici? J'ai attendu toute ma jeunesse que mon père prenne sa retraite pour que j'ai le droit de venir vivre en France. Je voulais venir vivre en France. Je n'ai pas voulu venir travailler. La cuisine, c'est pas du travail pour moi. Je voulais vraiment venir vivre dans ce beau pays que j'ai longtemps observé sur le Tour de France. Je connais toutes les étapes par cœur. Et c'était les meilleures périodes. Vous êtes un fan de cyclisme? Ah oui, moi, avant, ça démarrait presque fin juin, au début des vacances. Bien sûr. Et là, 22 jours, je suis figé devant la télé pour regarder ce terroir, ces pays à travers où mon père il vit tous les jours. Et là, j'étais happé par une dame qui s'appelle la France, avec sa beauté, ce relief, ses collines et ses rivières. Et c'est une période merveilleuse pour moi. Regarder le Tour de France à la télé jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a tout de suite, je dirais, conquis dans les recettes traditionnelles françaises, dans la cuisine bourgeoise française? Quels sont les plats ou les mets qui vous intéressaient? Directement, j'étais happé par le cocotte.
tout ce qui est cocotte, Tout le mijoté, quoi. Tous les mijotés, Ouais. les fourneaux en fonte qu'on laisse au coin. Mais au coin c'est un peu l'équivalent d'un tagine chez nous, quoi. Oui, C'est-à-dire le absolument. côté cuit à l'étouffée, quoi. Oui, cuit à l'étouffée, ça chauffe la pièce, toute cette manière logique de cuisson. Mhm. Parce que c'est un long cuisson, parce que c'est un morceau bas de bœuf qui demande des cuissons longs par rapport Et à la puis saison. économie d'énergie, parce que c'est fermé, donc l'énergie n'est pas importante. Exactement. C'est pas comme une rôtisserie, par exemple, Oui, une rôtissoire. Non, c'est pas quelque chose d'accéléré avec des ondes, électricité. Tout ce que moi j'adore les vieux fourneaux qu'on met les bois d'un côté, on a d'eau chaude, on peut mettre le pain et sur le piano, on peut mettre sa cocotte et tout ça les logiques, ça m'a happé tout de suite. Voilà, la logique de la cuisine. Et c'est vrai qu'il y a une logique en cuisine, hein, puisque on va le découvrir, puisque on va plonger dans le quart d'heure qui suit dans le livre La cuisine de Nordine, parce que vous allez voir, c'est très étonnant. Nordine, il a l'art et la manière de marier sa vie d'avant, sa vie d'enfant, sa vie de jeune, à son âge mûr en France. Et il a fait le mix entre la cuisine tunisienne, la cuisine largement maghrébine et la cuisine française, même traditionnelle, régionale, en mariant dans des plats qui semblent tout à fait, je dirais, traditionnels pour son pays, pour la Tunisie, son pays d'origine, avec des traditions françaises, et ça fonctionne formidablement. Nordine, encore un mot. Oui. Votre femme, c'est votre première fan. Virginie, c'est votre première fan. Qu'est-ce qu'elle aime, elle, manger à la maison de ce que vous faites ou au restaurant? C'est quoi ses plats favoris? Parce que ça va nous aiguiser. Elle aime tout, mais elle adore quand tu dis fais-nous quelque chose à manger. Et je me lève et j'ouvre le frigo et avec tout ce qu'il y a pas, je sors un plat. Ah ouais. Et elle est plutôt dans le magique. Comment j'ai sorti un plat car c'était pas prévu, que focaliser sur un seul plat où il adorait, c'est comment j'ai réalisé ses goûts. J'ai pris des pruneaux, parce qu'il y a des pruneaux, j'ai pris des quinoa, et j'ai pris des filets d'anchois, et je lui ai sorti un plat. Elle m'admire dans la spontanéité, la création spontanée. D'être étonné, oui. Ok, génial. Restez avec nous, on est avec Nordine Labiade, le chef d'Ami Chemin à Paris dans le 14e. Il nous parle de sa cuisine, la cuisine de Nordine. Allez, à tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours avec Nordine Labiade, le chef d'Ami Chemin à Paris, pour la sortie de son livre La cuisine de Nordine. Alors là, au moins, c'est clair, hein. Il n'y a pas de tricherie sur le produit. Nordine, sa cuisine, et il y a en sous-titre Voyage entre terroir français et cuisine d'ailleurs. Alors, soyons clairs, cet ailleurs dont on parle, c'est clairement à 90% la Tunisie qui est votre pays d'origine. Oui. Hein, quand on dit ailleurs, mais enfin, c'est surtout tunisien et maghrébin comme origine culinaire. Évidemment, j'ai passé 25 ans en Tunisie. Et après, il y a une belle escale en Corse. Il y a une petite escale dans la gare. C'est vrai que vous avez testé d'autres suds en Méditerranée que le vôtre. J'ai pris d'essence juste quand je tombe en Corse. Alors, quand on plonge dans ce livre, il y a à la fois la tradition, d'une cuisine très tunisienne, et puis ce mix avec nos régions de France, nos régions de métropole française, et la Corse. Hein, la Corse qui est aussi très présente. Ça vous a marqué, la Corse? Parce que c'était presque le marchepied vers la France, en venant de Tunisie. J'étais presque en Tunisie, genre au début des années 900, où il n'y avait pas encore des hôtels de masse, il n'y avait pas encore, il y a les maquis. J'étais encore dans une Tunisie que je n'ai pas connue. Donc j'en profite que le Corse est là, voilà, pour avoir cette liberté, ces abeilles qui volent, il n'y a pas de proximité, on peut traverser par chez les bergers, tomber dans les agrumes, et cette terre vierge qui est la Corse aujourd'hui, je pense qu'elle me rappelle pas mal un pays que je n'ai pas connu, qui est la mienne. On entend tout de même que dans les 60, il y a eu pas mal de rapatriés d'Algérie qui se sont installés en Corse et qui ont ramené notamment les agrumes. Oui. Hein, cette fameuse clémentine corse et toute la culture des agrumes dans la plaine orientale, elle est venue du Maghreb.
Oui, oui, c'est ce qui, je croise des gens, ils disent qu'ils ont déjà vécu en Algérie et en Tunisie. Ouais. Et les agréments en Corse, ils sont encore montés parce que la terre chauffe. Et là, en Corse, je pense, ils sont Alors là, avec à le la bonne réchauffement température. climatique, bientôt, vous allez voir, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y aura des citrons. Hein. Mais enfin, c'est pas encore pour tout de suite, j'espère. Hein. Alors, on plonge dans votre livre, Nordine, parce que moi, ce que j'aime, c'est l'interprétation à partir de plats super traditionnels. Alors, c'est des noms qui vont vous parler à l'oreille. Qu'est-ce que c'est qu'une chakchouka? Une shakshuka, c'est une sauce tomatée avec l'oignon un peu aillé. Très rapide, c'est vraiment vif, et on poche un œuf ou deux dedans et on se met de ne pas trop cuire. On peut rapprocher ça, par exemple, de la piperade La piperade basque. du Pays Basque. Voilà. Hein, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire un mélange de piment, tomate, enfin piment doux, hein, piment, tomate, oignon, et dedans on fait cuire les œufs. Voilà, on rajoute un peu de carvi, ras el hanout et un peu de cumin à la fin, rajoutons les épices à la piperade. Alors, il y a la recette de votre maman. Oui. Hein, c'est important. Non, mais c'est important dans un livre comme celui-là de dire voilà d'où ça part. Ma mère, un repas, un shakshuka avec 6 œufs, ça peut nourrir 6 personnes. Donc c'est très économique. Oui, parce que l'œuf, on le sait bien, c'est à la fois de la protéine animale, mais la moins chère qui soit. Hein. Absolument. Globalement, c'est super économique. Il n'y a pas moins cher. Alors, vous en faites une à la niçoise. C'est quoi la différence? Les olives, j'adore les olives. Ah, voilà. Les anchois. Il faut que les gens cuisinent avec des produits autour d'eux. C'est pas la peine d'amener des produits de loin. Il faut nous faire penser à une région, les parfumer avec un parfum d'une région, mais cuisiner toujours local. Alors, je vais poser une question qui va vous fâcher. Est-ce que vous avez intégré le beurre dans votre cuisine? Parce que on peut pas dire qu'en Tunisie, le beurre, ça soit super utilisé. Hein. Il y a des recettes où il y a de beurre par rapport dans le poulet, dans le veau. Je vais le faire revenir au beurre, mais après avec un petit huile végétale. Mais les beurres, ça amène beaucoup de dorures, beaucoup de noisettes, beaucoup de... Ouais, c'est bon. Alors, mais on peut dire que dans les pays du Maghreb, les Marocains se servent beaucoup plus de beurre que les Tunisiens, par exemple. C'est une terre fertile, le Maroc, des pluies vertes. La Tunisie, la verdure, ça s'arrête au Cap-Bon un peu. Il y a moins de verdure, il y a moins de vaches. Et le beurre, c'est soit un beurre rance. Il y a plus d'huile d'olive quand même en Tunisie. Vous me parlez du Cap-Bon et vous m'avez apporté d'ailleurs de l'harissa maison. Super harissa maison que je prépare moi-même. Où tous les goûts, ils sont dosés 50-50-50. Alors, comment est-ce qu'on fait de l'harissa? On se doute bien qu'à la base, c'est un piment. Un piment qui est cueilli à maturité, un piment rouge. Le Cap-Bon, c'est vraiment l'épicentre de l'harissa en Tunisie. Mais qu'est-ce qu'on y met d'autre? On met de l'ail et on met de coriandre. Et on peut mettre de l'huile d'olive. La coriandre en graines ou en feuilles? Moulu. Oui, donc la graine de coriandre. Il y a l'harissa, c'est l'harissa sec, où on a séché les piments au bord des maisons comme le Pays Basque. Mais il y a la rousse, l'harissa fraîche, qu'on prend un piment, on va l'écraser. Une pâte, quoi. Voilà, on l'écrase, les piments, avec un ail, et on fait un harissa qui dure juste un jour et demi. Moi, j'ai envie de tout détailler dans ce livre parce que tout donne faim et les photos sont superbes d'ailleurs. Par exemple, on a parlé de la chakchouka. Parfois, on dit chouchouka, chakchouka. Ça dépend peut-être des pays ou des appellations, mais c'est bien la même chose. Oui, la chakchouka, ça s'appelle la oja aussi, roja. Ouais. Et c'est toujours les mêmes recettes de base. Il y a un autre plat que j'aime beaucoup, c'est la chorba. Oui, j'adore. La chorba, c'est une sorte de soupe, hein, de grosse, on va dire une potée en quelque sorte. C'est une soupe, c'est comme un bouillon. Normalement, c'est plus léger, mais on peut l'utiliser en façon consistante, en plat des soirs. La chorba, c'était fait comme avec les petits poissons. Poulet, agneau, chorba végétal, chorba à la blette. Moi, il y en a une qui me plaît bien, là, c'est la chorba au poulet jaune. Oui. Pourquoi poulet jaune? Vous êtes passé par les Landes ou quoi? Parce que c'est mieux de manger des poulets élevés en grand champ, du poulet jaune, le couleur est bon, ça se marie bien avec un petit citron, du curcuma, et les poulets c'est toujours meilleur quand elle a fait 100 mètres dans la journée. Alors, comme je le disais, vous êtes un spécialiste du couscous quand même, le fameux couscous royal. Oui. Mais vous faites aussi un couscous végétal. Pourquoi? C'est pour céder à la mode du vegan, de faire des plats végétaux? Pour les satisfaire, mais avant, non, c'était une nécessité. On mangeait des couscous avec des boulettes végétales parce qu'il n'y a pas le moyen d'acheter la viande 4 fois par semaine.
Les boulettes, ouais, elles étaient ouais. 100% végétales. Comment est-ce qu'on fait une boulette végétale? On ramasse de la nette sauvage, des blettes, on garde les fans des carottes qui étaient bio, les fans des poireaux, et on hache tout ça finement avec un gousse d'ail. On peut mettre un œuf pour faire les Voilà, liages. j'allais dire, la liaison, c'est quoi? La C'est liaison, l'œuf, en un général. œuf, une cuillère, un petit demi-cuillère de tomates concentrées, un œuf, mhm. ou un poignet de semoule, et on fait des boules, comme moins grandes des boules de tennis, et on les cuit dans le couscoussier, dans la semoule D'accord. vapeur. Et c'était une nécessité, ça s'appelle les boulettes des bergers, les boulettes de la veuve, les boulettes... C'était vraiment des De la boulettes qui veuve. coûtent rien. Pourquoi la veuve, elle a une recette spéciale? Parce qu'il y a Elle personne... n'avait plus de mari, donc elle il y a n'avait plus de mari, il y a plus d'argent. Oui, il y a beaucoup de oui. noms, mais c'est 6 kilos. On peut mettre un peu de gras, comme les sardeaux aussi, ou même un gras d'agneau. Et là, cette boulette sans cuit végétal, c'est à tomber. Ça me fait penser à une recette d'Aumoise, les caillettes. Alors évidemment, dans les caillettes, il y a du cochon. Hein, et Oui, ça, il y a ça, la crépine. C'est Il y a la interdit chez crépine. vous, les crépinettes. Oui, oui. Mais donc, c'est très herbacé, quoi. Oui. C'est ça l'avantage. C'est un peu comme un gros gnocchi, en fait, hein, si on y met un œuf. C'est comme une boulette de farce aux herbes. Voilà, c'est comme voilà, elle est végétale, 100% végétale, Voilà. comme la farce qu'on met dans une tomate. Mais Ce elle qui est n'est pas le végétale. cas des boulettes de Nîmes. Ah oui. Alors là, je vois Nîmes. Pourquoi tout d'un coup? À cause des olives, là aussi? On a une tante qu'on adore beaucoup, qu'on fait un escale au mois de juillet chez elle. Bah voilà, donc c'est que des recettes de famille. Oui, oui. Jacqueline Appel, c'est une tante adorée de Virginie, où Virginie l'a grandi, a élevé les chèvres, elle a fait des pélardons. Tout l'été, elle va Les faire des pélardons, c'est pélardons. merveilleux. C'est un dans très beau cette région. fromage de chèvre. Ouais. Et donc, il y a de la morue, comme par hasard à Nîmes. Ah, bah la brandade nîmoise, Voilà. bien sûr. Et du coup, j'ai fait des boulettes, olives de la région, oignons et morue. Les olives de Nîmes sur une petite salade. Là, j'ai mis de la roquette pour que ça pique un peu. Oh là là, là ça commence à me creuser, hein, parce que là, c'est pas encore l'heure du déjeuner, il va être 10h30, mais ça commence vraiment à me donner faim, Nordine. Ah non, mais je suis touché avec toute votre connaissance pour les choses. Mais Oh bah non, moi je ne fais que demander parce que ça m'intéresse. Hein. Moi je suis ouvert à cette cuisine. Je trouve qu'il y a des cuisines du sud et du sud de la Méditerranée qui sont absolument fantastiques et la vôtre en fait partie. Mais c'est surtout ce mélange. Par exemple, la Corse, on la voit pointer le bout de son nez aussi dans votre livre. La Corse, elle est très présente en vous à travers les produits, peut-être le veau corse, l'agneau qui vient de Corse ou simplement les fromages la corse. boutargue. La poutargue les aussi. agrumes, les cidras. Mais dites donc, la poutargue aussi, il y en a en Tunisie. Il y en a, ça a démarré en Tunisie et ça a monté, je pense. Ça a monté vers la Corse et jusqu'à le sud de la France. Moi, franchement, j'étais accueilli à grands bras ouverts en Corse. C'est, je pense, les peuples les plus généreux, les plus accueillants que j'ai jamais rencontrés. Je suis très, très touché et je me suis senti chez moi, dans la terre, parce que ça me parle. Et avec les personnes, avec les amis. Et c'est vraiment très, très accueillant. Est-ce qu'il y a des Corses qui viennent dîner chez vous, du coup? Beaucoup. Ils doivent retrouver une cuisine quand même qui est pas très loin. Hein. Entre la Corse et la Méditerranée, il y a juste la Sicile à traverser, quoi. Beaucoup. Il n'y a pas leur histoire. Ils sont très fiers et ils sont bien accueillis. Et beaucoup de Corses à mi-chemin. Et voilà. À mi-chemin entre la Tunisie et la France, on trouve Nordine Labiade. Merci d'être venu ce matin nous donner carrément faim. C'est une horreur d'ailleurs, hein. Je vous remercie. Ça nous aide pas. Hein. Nous, on est à mi-chemin de l'émission et on va continuer puisqu'on parlait de poutargue avec un autre œuf de poisson qui vient d'obtenir une IGP. C'est le caviar d'Aquitaine. Vous restez avec nous. Ah oui, beaucoup. Un beau produit aussi. Merci Nordine. Allez, à tout de suite. On se retrouve avec le caviar d'Aquitaine. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, on va sauter d'un œuf de poisson à l'autre, vous allez comprendre dans un instant, parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Oui, c'est la fête quand il y a une nouvelle AOP, IGP, label de qualité, etc. C'est la fête en France, voilà, un de plus, un beau produit identifié, glorifié, et on va savoir de quoi il s'agit tout de suite. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Il s'agit, je vous le dis, du caviar d'Aquitaine qui vient d'obtenir l'indication géographique protégée. Et c'est la fête en Nouvelle-Aquitaine et je suis au téléphone avec Laurent Dulot, le président des caviars d'Aquitaine. Bonjour Laurent.
Bonjour Vincent. Laurent Dulot, on se connaît bien. Laurent, vous êtes à la fois président du Caviar d'Aquitaine, qui regroupe évidemment plusieurs marques et maisons, mais vous êtes aussi le patron du groupe Caviar, dont la marque la plus connue est Sturia. Pour les gens qui sont fans de caviar, il y en a beaucoup au moment des fêtes, mais pas beaucoup le reste de l'année. On va en parler justement. Alors, Laurent, c'est la fiesta. C'est la fiesta d'avoir l'IGP. C'est la très grosse fiesta, oui, la grosse fiesta. Après 12 ans de travail, on est heureux de pouvoir avoir reçu cette consécration. Voilà, à quoi ça sert À quoi ça sert l'IGP? À quoi ça sert, docteur? Ça sert à promouvoir et à défendre le travail que l'on fait au quotidien. Et ce travail que l'on fait au quotidien doit pour cela être reconnu par l'INAO et la Commission européenne pour pouvoir obtenir le Graal, l'IGP. Voilà, oui, l'indication géographique protégée, autrement dit un produit dans son terroir avec un savoir-faire dédié à ce produit. Dans des miroirs en fait, puisque il me plaît de faire l'analogie entre terroir et miroir. Ah oui, mais alors... Miroir, dis-moi si je suis la plus belle. Voilà. Laurent Dulot, vous allez précéder ma question, mais je vais vous la poser tout de suite justement. Comment se fait-il que l'esturgeon donne des œufs qui aient un tel goût maritime alors qu'il est un peu quand même à l'intérieur des terres? Ah oui, ben c'est toute la magie, c'est toute la magie du caviar. Vous prenez n'importe quel œuf de poisson, vous lui mettez un petit peu de sel, ça va donner un œuf de poisson salé. Ouais. Quand vous prenez de l'œuf d'esturgeon et que vous mettez du sel, ça donne une symphonie organoleptique de noisettes, de crème fraîche, ouais. Et de côté iodé, alors qu'effectivement l'esturgeon qui est un migrateur vient frayer en eau douce. C'est ça. Et nous on l'élève en eau douce. Et donc il ne devrait pas y avoir d'iode. C'est la magie du caviar. Ou alors il mange des coquillages en douce, quoi, sans dire à personne. C'est ça, le coquin. Laurent, pour parler de ce caviar, alors j'aimerais qu'on fasse un petit peu l'historique, parce que quand on entend parler d'une IGP pour le caviar d'Aquitaine, on a l'impression que c'est un nouveau produit. Qui vient de sortir, ou du moins qu'il a profité de la fin du caviar sauvage en mer Caspienne, partagé entre les Russes et les Iraniens, alors que le caviar d'Aquitaine, il a quelques années quand même dans la région. Le caviar d'Aquitaine, il a plusieurs années, oui, il date de plus de 100 ans. Oui. Ce poisson, l'esturgeon, est un endémique de la Gironde, qui est un fleuve totalement merveilleux, avec les pibales, avec les lamproies. Il y a aussi le fameux esturgeon qu'on appelle en bordeluche de Créac, oui. Qui était utilisé, enfin qui était pêché essentiellement pour sa chair. Sa chair, pardon. Oui, on appelait le poisson roi. Oui. Et parce que le poisson pouvait, le bestiau quand même, le sturio, puisque l'esturgeon atlantique, son nom c'est sturion en latin, tout le nom de la marque principale de mon groupe en hommage à ce poisson. Eh oui. Et donc c'est un endémique de la rivière. Il pouvait peser jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Et ce poisson roi donnait des œufs que nous donnions à manger à nos poules et aux poules effectivement. Et à la fin, lors de la révolution bolchevique de 1917, la Russie blanche, la noblesse russe s'est réfugiée chez nous et se sont rendus compte avec horreur qu'on donnait des œufs aux poules. Ils nous ont dit c'est un peu de l'or que vous donnez aux poules. Et ils nous ont appris à faire du caviar. Mais merci à eux. Je sais pas comment on le dit en russe, mais ils ont dit mais vous êtes fous, vous êtes dingue ou quoi de pas manger les œufs d'esturgeon. C'est ça. Et alors, du coup, ils nous ont appris, et ça, l'histoire a duré longtemps, a duré jusque dans les années 80, 82, où après, pollution des rivières, surpêche, disparition des zones de frais à cause des barrages. Le poisson, la ressource naturelle est venue à se raréfier. Le gouvernement s'en est alerté à l'époque et a demandé au CEMAGREF, qui aujourd'hui s'appelle l'INRAE, de prélever les esturgeons sturiaux qui restaient, d'en faire un conservatoire, de les reproduire de manière à pouvoir ensuite réensemencer le bassin de la Gironde. Et autour de ce projet, se sont greffés des fous furieux, des passionnés de poissons, et c'est comme ça qu'est née la filière aquacole de l'esturgeon pour production de caviar. Et vous faisiez quoi avant, vous, d'être dans le caviar ? Alors moi, c'est pas moi qui ai lancé la boîte, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Boucher avec Monsieur Alan Jones, qui était le spécialiste mondial de l'esturgeon, un Gallois.
Et moi, j'étais dans le vin, et je suis toujours dans le vin d'ailleurs. Oui. Mais voilà, donc j'ai rejoint l'histoire quand la société a changé de main en 2011. D'accord. Voilà. Laurent Dulot, vous l'avez dit, c'est certes de l'œuf de poisson, de l'œuf d'esturgeon, le caviar, mais le sel est très important. C'est une salaison, en fait, ce caviar. Est-ce qu'à l'origine, le sel était local? Ça venait peut-être des salices de Béarn, comme le jambon de Bayonne? Alors j'ai essayé, étant de Sailly de Béarn, mon vin étant produit à Sailly de Béarn, j'ai essayé de faire évidemment d'utiliser le sel de Sailly de Béarn pour faire du caviar. Non, en fait, malheureusement, pour moi, Sailly de Béarn, ça n'a pas bien fonctionné. Il faut du sel de mer? Non plus. En fait, le mieux, c'est du sel de mine. En fait, le sel de mine est beaucoup plus pur. Il est moins concerné par les éventuelles pollutions climatiques. Enfin, vous m'avez compris. Maritime, quoi. Enfin, voilà, aquatique. Voilà. Et donc, il est protégé, en fait. Et du coup, il faut un sel qui soit micro-ionisé et qui soit... super pur, quoi, en fait. Il faut vraiment du minéral, du chlorure de sodium quasi pur. C'est ça, exactement. Oui, parce qu'autrement, évidemment, il peut y avoir des développements d'abord bactériens, j'imagine, ou simplement d'éléments qui sont indésirables. Des éléments minéraux lourds qui peuvent être indésirables. Nous, à ce niveau d'excellence, on recherche, que ce soit dans l'eau dans lequel on élève nos poissons, ou pour le sel qu'on utilise pour faire du caviar, on recherche toujours l'absolue pureté. Pour faire du caviar, on va y venir dans le quart d'heure qui suit. On va parler de comment ça se fait. Depuis une formule que j'aime beaucoup dans votre communication, c'est de l'œuf à l'œuf, parce qu'on va effectivement de faire naître les esturgeons jusqu'à l'œuf final qui est le caviar. Mais pour autant, ce caviar, il a bénéficié en fait de l'amenuisement du caviar sauvage de la mer Caspienne. Avant, c'était un peu confidentiel, le caviar aquitain. Le caviar d'Aquitaine, c'était totalement confidentiel, et puis c'était même, encore une fois, c'était une histoire de barjot, comme on appelle l'équipe de handball française, parce que il fallait vraiment être un peu fou pour pouvoir, dans les années 90, proposer un caviar issu d'aquaculture dont la qualité à l'époque, on était balbutiant, on apprenait, dont la qualité n'était pas au niveau où elle est aujourd'hui, à des prix qui étaient totalement délirants parce que les coûts de production sont très importants, face à un caviar à l'époque russe dans les années 90 et iranien qui était... je rappelle, c'était la fin de la perestroïka, donc la libération totale du marché. Et souvent l'achat au cul du camion, si je puis dire, ou en tout cas des diplomates qui les passaient dans les valises. Donc d'un côté, vous aviez un caviar sauvage mythique à des prix bâclés, et de l'autre côté, un caviar d'aquaculture qui était le seul que personne ne connaissait à des prix délirants. Heureusement qu'on a eu quelques chefs, les fameux chefs qui s'appuient sur le local, qui nous ont fait confiance et qui ont permis à cette filière petit à petit d'exister. Et ce qui s'est passé en 2008, c'est-à-dire en 2008, il s'est passé au niveau mondial ce qui s'est passé dans les années 80 en France, c'est-à-dire qu'on a interdit purement et simplement la pêche sauvage dans la mer Caspienne. Donc du coup, le marché s'est retourné comme une crêpe. Et du coup, il n'y a plus de caviar sauvage, et le caviar est un caviar uniquement d'aquaculture. Et c'est les Aquitains, donc la bande des 4 mousquetaires là, que nous formons au niveau de l'association Caviar d'Aquitaine, qui a développé toutes les techniques et qui les a partagées avec le reste du monde, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a 280 pays autour de la planète qui produisent grosso modo 660 tonnes de caviar. 280 pays ? On fait du caviar partout ? Producteurs, parce que je crois qu'il n'y a même pas autant de pays dans le monde. Alors, non, c'est ça, 280 producteurs répartis dans différents pays. Voilà. Ah oui, d'accord. 280 producteurs sur peut-être une vingtaine de pays, ça ne doit pas dépasser... C'est ça, exactement. J'imagine. Restez avec moi, Laurent Dulot, le patron des caviars d'Aquitaine, le président des caviars d'Aquitaine. On va détailler un petit peu la méthode de production pour mieux comprendre cet or noir qui est dans nos rivières aquitaines. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. IGP.
IGP, si vous voyez ça sur l'étiquette d'un produit que vous achetez, où qu'il soit, c'est l'indication géographique protégée. Ça marche par exemple pour le foie gras du Sud-Ouest. Tiens, voilà, IGP. Voilà, IGP, c'est important. Hein, ça vous indique que, d'abord, ça vient de quelque part, que c'est fait avec un cahier des charges très précis et surtout que ça protège. Ça protège des pâles copies. Et je suis ce matin en ligne avec Laurent Dulot, le président des caviars d'Aquitaine, qui vient d'obtenir l'IGP, l'indication géographique protégée. Laurent, on détaillait un petit peu la genèse de ce caviar aquitain, hein, qui a environ, enfin un peu plus d'une centaine d'années, puisque cet esturgeon, il est dans les rivières du littoral atlantique depuis fort longtemps, depuis toujours, j'ai envie de dire. Mais en revanche, la technique de production, de récolte du caviar, elle ne date que d'un peu plus de 100 ans, quand les Russes blancs, c'est-à-dire les nobles russes, sont venus après la révolution bolchevique. Et donc, ce caviar d'Aquitaine, qui maintenant est à maturité, un peu aidé, certes, par l'interdiction de pêcher le caviar sauvage en Caspienne, eh bien, et quelle part de marché représente-t-il aujourd'hui dans le monde du caviar ? Oh, une petite part du marché, parce qu'en fait, depuis que la pêche est interdite, le premier producteur mondial, c'est la Chine. Quand la Chine se met sur quelque chose, en général, pour être, comme beaucoup de choses, pour être hégémonique. Sur les 660 tonnes de caviar qui se produisent dans le monde, 300 sont produites par les Chinois. Ah oui, quasi la moitié. Ouh là là, c'est fou, oui. C'est fou ça. Et nous, en Aquitaine, avec le sceau IGP, qui est encore une fois un sceau magique, garantie de l'origine, traçabilité totalement sur l'intégralité de nos process, et avec c'est une des premières IGP qui a une notion éthique, parce qu'on est les 4 producteurs qui se sont rassemblés dans l'histoire ont découvert qu'ils avaient tous les cas des pratiques éco-responsables à l'époque où tout le monde où tout le monde s'en foutait un peu, parce que je rappelle qu'on a commencé à travailler en 2013. Et donc nous on produit 20 tonnes, voilà, pour répondre à la question. 20 tonnes caviar, sur les 600. Sur les 660. Voilà. Oui, d'accord. Alors c'est effectivement une petite part de marché. Je sais qu'on en produit également aux États-Unis. On en produit en Europe. Alors ça se fait notamment en Italie, hein, traditionnellement d'ailleurs. Absolument. Sont vos premiers concurrents en Europe, les Italiens ? Alors, en fait, si vous voulez, la raison même de l'IGP au départ, c'était justement de ne pas rentrer dans la logique que vous souhaitez nous imposer les Chinois, qui est la guerre des prix. Voilà. Les Chinois sont partis sur une logique de mass market et pour dominer le monde, ont imposé. Ils sont un peu dumpés, hein, les amis chinois. Ils ont imposé, grâce à ce dumping, une guerre des prix à l'ensemble du monde. Les Italiens ont accepté de suivre ce jeu-là. Et nous, les Aquitains, on a dit on va pas faire ça, non, sinon on va mourir. Bah oui. Et nous, on va dire, on va jouer la qualité, on va s'illustrer. Il est différent, voilà, dans un monde où tout est clair-obscur, on va jouer la carte de la transparence. Et puis, on s'est rendu compte que nos pratiques éco-responsables, éco-durables, qui faisaient la part belle au bien-être animal et à la qualité, on n'utilise pas d'antibiotiques, on n'utilise pas d'OGM, voilà. Donc, ce qui fait que voilà, on a quand même un produit super qualitatif et super respectueux de l'environnement. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça fait mouche. Et alors maintenant qu'on a l'IGP, en fait, ça veut dire quoi pour le consommateur final? Aujourd'hui, dans un monde où tout n'est pratiquement plus que fake news, heureusement qu'il y a des gens comme vous qui faites encore du travail de journalisme, mais ça veut dire quoi l'IGP? Ça veut dire que c'est une garantie, c'est un saut de garantie. Le consommateur, il peut y aller les yeux fermés. Le cahier des charges a été approuvé par la communauté européenne et il y a un organisme certificateur tiers qui est payé par les producteurs pour pouvoir vérifier que les producteurs font le travail qui correspond à leur cahier des charges. D'accord. C'est un saut de qualité et une garantie totale pour le consommateur, l'IGP. D'ailleurs, nos petits camarades, je les salue aussi, des sels de l'île d'Oléron, ou de l'île de Ré, je sais plus. Dans notre région, ils ont eu aussi l'IGP. On leur a remis aussi pour la qualité de leur production l'IGP en même temps qu'on nous l'a remise à nous. Oui, c'est important, hein, parce que comme vous le disiez, c'est la reconnaissance du travail effectué, mais c'est aussi un signe de qualité auquel le consommateur peut se fier. Vous disiez, on n'utilise pas d'OGM, excusez-moi, je rebondis là-dessus. Ça mange quoi un esturgeon quand on l'élève? C'est comme un humain, c'est omnivore. Ça mange à la fois des protéines animales et des protéines végétales. Donc c'est pour ça que pour les protéines végétales, on utilise généralement du soja. Et que le soja le moins cher qui existe, c'est du soja OGM qui vient
généralement du Brésil. Oui. Et ça, vous n'en voulez pas. Non, parce que qui dit Brésil dit déforestation, et puis OGM, bon bref, on n'en veut pas. Donc on veut, nous, du soja non OGM, et si possible européen, si possible français. C'est ce qu'on demande à nos fournisseurs d'aliments. Et pour la partie animale, aujourd'hui, on amène nos poissons à devenir flexitariens, comme les humains. Ah oui. Là, oui, en 5 ans, on a diminué la charge de la protéine animale dans le régime de nos poissons. Oui. Et ils s'en portent pas plus mal. Ils s'en portent pas plus mal, et même on leur donne un peu moins à manger, parce que nous aussi, hein, les humains on mange trop. L'idée ce serait de manger moins, mais de manger mieux. On fait pareil avec le poisson. On fait exactement pareil avec le poisson. Alors, encore une question. On parle d'IGP, donc indication géographique protégée. Est-ce qu'il y a un effet terroir, ou est-ce que où que soit élevé cet esturgeon, le caviar aura le même goût? Ah ben non, c'est ça qui est génial. Et d'ailleurs, quand on fait des dégustations, alors évidemment incognito, puisque l'idée, quand on fait des dégustations ensemble avec mes petits camarades, on anonymise les boîtes avec notre étiquette caviar d'Aquitaine toute noire avec l'IGP. Quand on fait la dégustation des 4 terroirs ou des 4 miroirs, bassin d'Arcachon, Dordogne, Adour et Gironde, et Charente, c'est tout à fait différent. Ah oui. Donc il y a un effet terroir. Il y a un effet terroir sur la texture, sur la longueur en bouche, sur l'expression plus ou moins marquée des fruits à coque. Oui, on a un véritable effet terroir. Et ce n'est pas uniquement dû au savoir-faire, au salage plus ou moins important, précoce, tardif, non. C'est multifactoriel, c'est tout à fait, mais évidemment, Vincent, tout à fait. Ça dépend aussi de l'art du salage, du type de sel, du moment où on récolte, où on récolte les œufs. C'est un moment, mais critique. C'est comme pour faire du grand vin. Des grands vins, il faut récolter à la maturité optimale. Bien sûr. Ça dépend de la qualité des eaux, ça dépend de la température des eaux, de l'eau. Enfin, il y a énormément de paramètres qui font que, effectivement, la qualité du caviar à la fin est différente d'un producteur à l'autre, mais tout ça est couché dans le cahier des charges. C'est ça qui est génial. Le cahier des charges, il n'est pas uniquement sur les pratiques aquacoles, il est aussi sur la partie élaboration du caviar. Laurent Dulot, je sais le petit hic qui gêne évidemment les gens sensibles à la maltraitance animale. C'est pas de la maltraitance, mais l'esturgeon, on n'a pas trouvé d'autre moyen, cette femelle esturgeon, que de l'abattre pour retirer les œufs. Et pourtant, on se dit une poule, pour avoir les œufs, on n'a pas besoin de la tuer. Alors, on peut obtenir il y a quelques producteurs au niveau mondial. Comme un liposuçage, on pourrait faire un ovosuçage. Il faut une césarienne. Mais pour ça, il faut injecter une hormone pour pouvoir déclencher la sortie, la ponte, en quelque sorte. De déclencher la ponte. Merci, exactement. Généralement, on retrouve cette hormone dans le caviar, parce que le caviar est un produit quand même assez gras, assez lipidique, et les hormones sont aussi des produits lipidiques. Donc ça, c'est pas terrible, surtout que c'est des hormones qui correspondent plus ou moins à la progestérone. Donc c'est plus on n'a pas trop envie d'en manger, non, c'est sûr. Non, et les caviars sont tout mous. Et après, en général, il y a quand même un taux de mortalité, malheureusement, après la césarienne de l'ordre de 20%. Bref, aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution. Par contre, cher Vincent, je vous le dis, on y travaille. Parce que oui, je me doute. Évidemment, c'est une solution qui serait... Parce que nos gars qui vivent entre 7 et 14 ans avec les poissons, parce que en fonction de l'espèce... Pour le berry, c'est 7 ans, mais on a aussi des belugas, c'est 14 ans. Ils préféraient eux aussi qu'on ne sacrifie pas l'animal. Voilà. Bah oui, parce qu'ils s'y attachent. Comme tout éleveur. Oui, évidemment, bien sûr. Comme tout éleveur. Mais les éleveurs qui élèvent leurs vaches, c'est pareil. Il ne faut pas croire que... Bon, bref, quand on est dans une logique industrielle, c'est pas la même salade. Mais pour ceux qui sont dans la même logique que nous, qui est une logique extensive, il y a un rapport entre l'animal et son éleveur. Et qui sont au bord des bassins. Une dernière question, Laurent Dulot, avant de vous laisser aller plonger avec vos esturgeons. Je vous imagine, vous avez très envie. Est-ce que on consomme du caviar en France et puis en général, en dehors des fêtes? Parce qu'on se doute bien que pour les fêtes de fin d'année, où on va allouer une partie du budget plus importante à nos repas, on va se faire un petit peu mal parce que ça reste un produit onéreux. Est-ce qu'on en mange le reste de l'année et pas seulement dans les restaurants étoilés? Alors non, pas. C'est vraiment un produit dont la consommation effectivement est festive pour Noël. Moi, je pousse beaucoup une autre fête gastronomique dans une belle tradition judéo-chrétienne dans notre pays, qui est quand même aussi.
C'est Pâques. Les œufs de Surtout Pâques. qu'en plus, j'ai une punchline. Ben voilà, vous l'avez trouvé tout seul. J'ai une punchline. C'est le caviar, c'est l'autre œuf de Pâques, quoi. Voilà. Ben voilà. Ouais, on aimerait bien. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas encore goûté, voilà, c'est un produit relativement plus abordable que le caviar sauvage à l'époque. Aujourd'hui, bon, bah, il faut le goûter. C'est un peu comme la truffe, ça reste un produit d'exception. Mais avec cet IGP, bah, ça va redonner un coup de projecteur sur votre caviar d'Aquitaine. Merci, Laurent Dulot. Et puis juste, bonheureux, cher Vincent, oui, mais en fait, comme c'est tellement puissant, c'est comme la truffe. Il n'y a pas besoin d'en manger beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en manger beaucoup, voilà, exactement. C'est ce que, enfin, ou alors, si on peut, c'est bien aussi, hein, parce que quand on a mis le nez dedans. Merci beaucoup et encore bravo. Belle fête à tous les producteurs de caviar d'Aquitaine pour cette magnifique IGP, indication géographique protégée. Approche le journal de 11h, je vais vous laisser. Après, vous retrouverez Alexandre Devecchio en toute vérité, comme tous les dimanches. Et puis ensuite, eh ben, vous adonnerez au déjeuner. J'espère que vous faites la cuisine, hein, pour le déjeuner, parce que moi, ça m'a ouvert l'appétit, tout ça. On se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous à notre écoute toute la journée. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.